Donc bonjour à toutes et à tous, le jeu, nous y sommes tous familiers depuis notre plus tendre enfance. On se rappelle tous de nos premiers jeux vidéo, jeux de société, les jeux qui pouvaient animer nos cours de récréation. Cette envie que nous avions de gagner ou juste de participer, que ce soit de manière individuelle ou collective, le jeu nous stimule depuis bien longtemps. On estime que le jeu prend son fondement au sein de l'Antiquité, avec des apparitions de jeux tels que les osselets, les dés ou encore les premiers jeux de balles. Des jeux qui, à l'époque, n'avaient qu'une et une seule utilité, passer le temps pour oublier la fin. Bon, certes, un peu radical et loin de nous l'idée aujourd'hui d'aborder le seul passe-temps contre la fin que peut avoir le jeu. Mais voilà l'objet. On sait tous également que le temps passera beaucoup plus vite. Mais ça n'a pas bipé à chaque message, ça va me gaver, ça. Hop, désolé. On sait tous également que le temps, du coup, passera beaucoup plus vite sur une partie d'un jeu qui nous intéresse et qu'on se dira « Oh, c'est déjà fini à la fin de cette activité ». Peu de chance, en effet, de retrouver ce sentiment qui sera bien plus rare, avons-le nous, sur le temps d'un cours magistral, par exemple, d'une formation où le ton pourra se retrouver beaucoup plus monotone, les slides peu attractives, par exemple. Cependant, le jeu, ça ne fait pas la gamification. Le terme de gamification, il vient donc s'emboîter parfaitement dans cette notion du jeu. Mais la gamification, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est d'intégrer certains mécanismes de jeu dans des processus qui n'ont pas pour vocation première d'être ludiques. Un exemple, les cartes de fidélité. Loin du jeu, vous pensez? Et pourtant, on intègre un système de points, de récompenses à nos clients les plus fidèles. Ce sont donc les prémices de la gamification. Un autre exemple de prémisse qu'on a tous peut-être connu au sein de notre parcours, les business cases sont également un prémisse de cette gamification. Et les années 2000, avec le développement d'Internet, sont donc un parfait tremplin pour ces pratiques. Le potentiel de la gamification devient sans limite et les possibilités quasiment infinies. Le philosophe Mathieu Triclot dit quelque chose de très intéressant. Il dit qu'aujourd'hui, le jeu produit de l'engagement, de la camaraderie, qu'il stimule la créativité et qu'on a donc beaucoup à gagner à transposer ces propriétés dans des situations sérieuses. D'accord, la gamification, c'est très bien, mais pour quels objectifs? Aujourd'hui, deux objectifs nous paraissent assez évidents et cela peu importe la thématique. En effet, il y a d'un côté l'expérience utilisateur et de l'autre l'engagement. Deux situations, deux objets de la gamification qui nous semblent les plus pertinents aujourd'hui. Bien sûr, il peut y en avoir d'autres. Quand il parle des situations sérieuses, Mathieu Triclot fait référence à toutes ces situations de notre quotidien professionnel, bien entendu sur notre domaine et également à travers toutes nos situations. On peut faire référence du coup à nos trois tables rondes d'aujourd'hui, à savoir le recrutement, la formation et la cohésion sociale, mais bien entendu toutes les pratiques RH. Aurélie, je te laisse la main. Antoine vient de nous dire que le jeu prend son fondement dans l'Antiquité. Alors pour éviter de vous retranscrire des années d'histoire, nous avons sélectionné quelques dates clés pour vous partager des petites anecdotes. On trouve un point commun à travers toutes ces années, une recherche de création d'engagement. C'est en 1978 que les premiers jeux vidéo sociaux pointent le bout de leur nez avec Mud One. Ce sont deux étudiants de l'université d'Essex qui l'ont créé. Et Mud One, c'est un univers de jeu accessible 24 heures sur 24 sans scénario prédéfini. Ce sont les joueurs, en interagissant entre eux, qui créent le scénario au fur et à mesure. Et je suis certaine que ça vous rappelle quelque chose, car oui, on peut bel et bien dire qu'il y a un peu plus de 40 ans, c'est l'ancêtre des jeux sociaux d'aujourd'hui, comme Fortnite ou World of Warcraft, qui était créé. Et pour la petite anecdote, on peut dire que Mud One a été victime de son succès, puisque les serveurs de l'université se sont retrouvés surchargés, obligeant ainsi à restreindre l'accès au jeu à des plages horaires nocturnes. Encore une petite date, parce qu'on aime bien celle-ci. En 2009, c'est la création de l'école Quest to Learn, l'école où on joue à apprendre, par la conceptrice de jeux, Cathy Salem. La caractéristique d'une classe de Quest to Learn, c'est qu'à l'enseignant traditionnel s'adjoint un concepteur de jeu qui aide les enfants à développer leurs projets, car chaque classe doit mettre en place un jeu correspondant aux enseignements qu'elle reçoit. C'est le concepteur qui conçoit l'environnement ludique, mais les jeunes sont aux manettes pour élaborer les règles du jeu et les divers événements. Aujourd'hui, alors que nous sommes en 2021, le marché de la gamification a connu une forte croissance puisque son marché mondial est estimé à 11,9 milliards de dollars. Pour vous donner un petit point de comparaison, par exemple, le marché mondial de la musique représente, lui, presque 22 milliards de dollars. Je vais maintenant laisser la parole à Clément Leminck, qui par son rôle de Startup Ecosystem Manager au Lab RH nous a grandement aidé dans la prise de contact avec bon nombre de startups que vous allez voir aujourd'hui.
Merci beaucoup Aurélie, bonjour à toutes et à tous. Je suis très content d'être là aujourd'hui parce que le jeu vidéo pour moi c'est avant tout une passion. Je viens de ce monde-là, j'ai beaucoup joué quand j'étais plus jeune, j'étais pigiste pour un magazine consacré aux jeux vidéo et à l'e-sport et c'est grâce aux jeux vidéo que j'ai développé mes premières compétences. Les jeux vidéo en fait et mes expériences dans la compétition au niveau de jeux vidéo aussi, ça a été les premières expériences en fait que j'ai vendues en entretien au cours de ma carrière. Et un petit peu plus tard, les jeux vidéo, c'est aussi devenu un métier puisque j'ai eu la chance de travailler dans les ressources humaines chez Warner Bros. Puis chez Ubisoft, deux boîtes qui font des jeux vidéo du coup. Donc j'ai pu mélanger passion et métier. Et aujourd'hui, j'ai rejoint depuis 1 an maintenant le Lab RH. Alors le Lab RH, pour ceux qui ne connaissent pas, on a un écosystème qui va regrouper un peu plus de 80 entreprises, mais aussi un peu plus de 250 startups RH. Et c'est à ce titre-là que j'aimerais intervenir et introduire un peu ce sujet de la gamification ou de la ludification en vous partageant quelques chiffres, quelques insights sur le marché qu'on peut avoir, nous, à travers notre regard du Lab RH. Du coup, le premier chiffre que je suis allé chercher, c'est savoir combien on avait eu de startups en lien avec la gamification qui soient passés au sein du Lab RH au cours de nos 5 ans maintenant d'existence. Ce ne sont pas moins de 31 startups, du coup, liées à la gamification qu'on a vues, parmi presque 600 startups qui sont passées au sein du Lab RH. Donc, c'est à peu près 5% des startups qui avaient un lien avec les gamifications. Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les années de création de ces startups-là, on voit que c'était une tendance qui date plutôt d'il y a 3-4 ans, puisque c'est principalement en 2016 et 2017 où on a eu le plus de startups autour de la gamification, avec 11 startups à chaque fois. À titre de comparaison, sur l'année dernière, en 2020, on n'a eu que 3 startups liées à la gamification. Donc effectivement, ça a l'air d'être une tendance qui remonte un peu plus et qui commence déjà en fait à se ralentir. La deuxième question, c'est de se dire très bien, on a des startups qui du coup sont nées il y a à peu près 4-5 ans. Sont-elles encore en vie ou non? Est-ce qu'on a des statistiques là-dessus? Donc, je suis allé chercher ces chiffres-là et je peux vous annoncer la bonne nouvelle de savoir qu'il y a encore 52% de ces startups qui sont toujours vivantes, toujours présentes sur le marché. Certaines d'entre elles que vous allez avoir le plaisir de voir et de découvrir aujourd'hui au cours de cette matinale. Mais il y en a quand même pas moins de 38% qui n'existent plus, avec du coup les 10 autres pourcents qui ont été soit rachetés, soit ont effectué un pivot et ne sont plus tellement dans une solution ou un service lié à la gamification. Autre question, maintenant qu'on sait qu'il y en a encore 52% en vie, peut se poser la question de savoir, ok, mais quel est le degré de maturité de cette startup? Quelle est la taille en fait? Est-ce qu'elles ont pu émerger ou est-ce que ça reste des petites structures qui cherchent encore à trouver leur place sur le marché? Nous, on a 3 critères de maturité au Lab RH. On va avoir des startups en amorçage, c'est-à-dire qui sont plutôt dans leur phase de prototypage, d'idéation, de création de la solution ou du service, des startups en décollage qui là commencent à commercialiser, ont plusieurs références clients, ont un produit qui commence vraiment à bien se définir, et puis après des startups qu'on appelle les scale-up qui elles ont su s'imposer sur le marché, ont un grand nombre de références clients, font plus d'1 million de chiffre d'affaires et généralement ont plutôt des enjeux de s'imposer comme leader du marché, voire de conquérir de nouveaux marchés. Si on regarde toujours sur ces startups liées à la gamification, en fait, parmi les 31 qui sont passées, il y en a 25% aujourd'hui qui sont au stade de scale-up et 22% qui sont au stade de décollage. Donc, ça montre qu'il y a quand même un certain nombre de startups qui ont réussi à décoller et à aller plus loin que les premières phases de vie des startups, sachant que du coup, dans le pourcentage qui reste, qui sont en amorçage, en fait, c'est là-dedans que la majorité sont mortes et n'ont pas continué. Quand on prend les chiffres du marché, comme quoi c'est à peu près 9 startups sur 10 qui meurent dans les 5 ans. Alors là, on n'est pas dans les 5 ans pour toutes, puisque ce sont les plus anciennes qui sont là depuis 5 ans. Mais on est quand même sur des chiffres plus optimistes. Donc, on voit qu'il y a un créneau pour la gamification dans la RH. Ce n'est pas non plus quelque chose de dénué de sens. Si on se dit qu'il y a un créneau, autre question naturelle, c'est de se dire où est ce créneau? Dans quel segment de la chaîne de valeur RH? La RH, c'est un domaine hyper riche, hyper large, et du coup, on peut y retrouver autant de la formation que du recrutement,
ce que vous allez voir ce matin. Quand j'ai pris les chiffres sur les startups qu'on a connues, il y a eu un premier chiffre dominant, écrasant qui est arrivé, c'est celui du domaine de la formation et du développement des compétences, qui couvre en fait plus de 57% de ces 31 startups, donc plus de la moitié. Le second segment, ça va être celui de la qualité de vie au travail, du bien-être, de la cohésion. Donc typiquement qu'on va voir ce matin aussi, et qui représente 28%. Ensuite, on a le recrutement qui va arriver. Et puis enfin, on a eu une startup qui s'était positionnée sur le workforce planning. Donc ça reste un cas un petit peu anecdotique. Et aucune autre startup sur d'autres segments de la chaîne de valeur RH. On pourrait imaginer par exemple de la gamification des process administratifs RH ou autres. On pourrait essayer de faire des choses du genre, mais pour le moment, soit ça n'existe pas, soit ces startups ne sont pas encore membres du Lab RH. Donc peut-être qu'il y a un créneau s'il y a des gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et dans la gamification, plutôt que la formation, le développement des compétences qui sont déjà dans lequel il y a beaucoup de startups présentes. Peut-être qu'il faut s'orienter vers les autres segments. Tout ça pour vous dire, à travers tous ces chiffres, qu'au final, la gamification, c'est pas si nouveau. C'est pas non plus une tendance qu'on voit en ce moment même où les chiffres explosent. C'est plutôt une tendance qui a 4-5 ans d'existence, qui a pu s'affirmer sur le marché, qu'on a vu aujourd'hui avec un certain nombre d'acteurs qui sont désormais des scale-up, qui dépassent le million de chiffre d'affaires, qui sont importantes sur le marché. Néanmoins, ça concerne pas encore tous les segments de la chaîne de valeur RH. On peut imaginer des solutions qui s'attaquent à gamifier les autres segments des RH. Et puis moi, à titre personnel, ce que j'attends aussi, c'est un petit peu l'effet inverse, mais c'est la RHisation, si vous me permettez le néologisme, des pratiques du gaming. Et j'imagine déjà plein d'applications des RH dans ce monde du gaming, qui est un monde qui évolue aussi très très vite. Comment le jeu peut permettre de développer des compétences réutilisables dans la sphère professionnelle, hein. Et ça, c'est un enjeu plus large, mais de comment notre sphère personnelle, en fait, que ce soit à travers des hobbies, des situations de vie ou autres, nous permet de développer des compétences réutilisables, mais aussi, par exemple, comment est-ce qu'on recrute une équipe dans un jeu vidéo, comment est-ce qu'on peut s'inspirer de toutes les bonnes pratiques du recrutement. Bref, tout un champ à développer dans cette idée de RHisation du gaming, mais restons-en à notre gamification des RH aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente matinée et je laisse la parole aux intervenants pour la première table ronde. Un grand merci Clément pour cette intervention très riche. Et je vais donc reprendre la main pour démarrer tout de suite cette première table ronde autour de la gamification du recrutement. Donc bienvenue sur cette table ronde, ou dirais-je plutôt sur ce premier niveau autour de la gamification du recrutement. Mais du coup, qu'est-ce que c'est la gamification dans le recrutement et surtout, pourquoi l'utiliser ? Selon une enquête de BPI qui date de 2018, 41% des PME et ETI ont rencontré des difficultés de recrutement contre 34% l'année d'avant. Cette évolution, elle nous montre la difficulté à recruter, qui s'accompagne parfois d'une guerre des talents. Alors, dans un monde de plus en plus digital, est-ce que l'utilisation de la gamification dans le recrutement peut répondre à cette difficulté ? Est-ce que la gamification du recrutement peut être une façon pour les entreprises de s'adapter et d'innover ? C'est en tout cas un bon moyen de repérer des comportements spécifiques et associé au recrutement, la gamification aiderait à faire ressortir les soft skills des candidats et à analyser leur comportement face à des situations. Merci beaucoup Aurélie. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle d'un entretien d'embauche, on peut penser à quelque chose de très traditionnel, où l'on peut vous demander si vous étiez un animal, lequel seriez-vous et pourquoi, de citer 3 qualités, 3 défauts, si vous êtes plutôt thé ou café. Et bien, cet entretien, il se retrouve aujourd'hui concurrencé par de nouvelles pratiques de recrutement. L'escape game en fait partie. Ce sont des pratiques qui peuvent avoir tendance à se généraliser. Mais voilà, est-ce qu'elles sont vraiment plus efficaces? Est-ce qu'elles sont vraiment plus pertinentes, plus fiables? Les questions peuvent donc se poser. Ce qui est sûr, c'est que dans un monde de plus en plus pénurique ou concurrentiel d'ailleurs, selon les profils, il a été nécessaire pour de nombreuses entreprises de s'adapter à ces évolutions, comme tu le disais Aurélie, de les intégrer et surtout de les maîtriser. En un chiffre, aujourd'hui, c'est 78% des employés qui considèrent que la gamification du processus de recrutement rend une entreprise plus attractive. Et 78%, c'est énorme. Les questions qui se posent autour de l'utilisation de la gamification sont donc autour de la marque employeur ou un réel avantage stratégique, mais également est-ce qu'à l'heure actuelle, vous êtes convaincu par cette méthode de gamifier un recrutement, quelque chose de très formel, et est-ce qu'on est capable de jouer avec celle-ci ? Mais surtout, comment est-ce qu'on peut l'appliquer? Grâce à quelle technologie? Voyons ce qu'en disent nos intervenants aujourd'hui.
Donc, pour rappel du déroulé de cette table ronde, nous recevrons dans un premier temps Margot Rabe qui interviendra sur la gamification du recrutement au sein de NeoJobs dont elle est la cofondatrice. Puis nous laisserons la place à Camille Morvan pour la gamification du recrutement au sein de Gochaba dont elle est la cofondatrice également. Sophie Degas nous présentera l'expérience Brainstorm au sein d'un grand groupe qui est L'Oréal, où elle occupe le rôle de Senior Talent Acquisition Manager. Et enfin, Lorraine Houtin, présidente d'Adoplag, interviendra sur ce sujet en tant qu'experte avec une certaine prise de hauteur et de recul. Cette table ronde se clôturera donc avec une session de questions-réponses. J'insiste vraiment sur ce point, qui sera un vrai moment d'échange, de co-construction ensemble autour de ce sujet. Donc, si vous avez des questions autour de quelconque présentation, n'hésitez pas à les poser dans le chat et nous, on reviendra dessus sur ce temps imparti à la fin des présentations. Margot, si tu veux, on te laisse la main pour que tu puisses nous parler de ta présentation et que tu puisses nous partager également ce que tu as. Parfait. Merci beaucoup. Merci pour la présentation. Hop, j'arrive. Tac. Eh ben, je vais vous partager mon écran. Est-ce que vous voyez tout? Oui, on voit de notre côté. Ok. Eh ben, bonjour à tous. Je suis très contente d'être avec vous ce matin pour vous parler de jeux et particulièrement de jeux dans le recrutement. Donc, pour vous dire, nous, l'aventure de NeoJobs, elle a commencé par un chorisme, en quelque sorte. En fait, en 2015, donc avec mon associé, on se posait la question comment on pouvait mieux faire matcher la culture de l'entreprise, ses besoins, ses envies et ses attentes avec les valeurs aussi des candidats et leur état d'esprit. Et c'est ainsi qu'en fait, en 2015, on a une start-up qui s'appelait Trocoris, qui est venue nous voir et qui nous a dit aujourd'hui, on aimerait bien recruter notre futur responsable de marketing et commercial, mais le problème, c'est que on ne sait pas on sait pas comment faire et on voudrait éviter le recrutement un peu classique qui ne permet pas ce côté qui est très anxiogène pour le coup. Et donc du coup, ce qu'on a créé, on a fait un processus de recrutement gamifié. Déjà, on a invité les candidats sur place. Et en fait, on ne leur a pas dit ce qui se passait. Donc déjà, première mécanique de jeu qu'on a utilisée, c'était un petit peu le côté mystère et surprise. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que à partir de ce choris qu'on leur a confié, ils devaient échanger pendant 1h30 dans le centre-ville de Grenoble, c'était à Grenoble, et ils devaient échanger ce choris-là contre des objets de valeurs différentes. À l'issue de cette session, les gains, enfin pas les gains, mais en tout cas les éléments qu'ils avaient réussi à récolter étaient donnés à une association. Donc, à travers cet état d'esprit, non seulement on testait leurs compétences techniques, enfin leurs compétences, leur savoir-être, mais aussi ça nous permettait en fait de diffuser l'état d'esprit de l'entreprise, puisque c'était vraiment ce côté troc. Et également, l'idée c'était de leur de partager les valeurs de l'entreprise qui était ce côté vraiment social. Tous les bouquins avaient été, tous les échanges avaient été donnés à une association à la fin. Donc il y avait vraiment cet état d'esprit qui régnait au sein de ce recrutement. Ce qui a été très intéressant avec ce recrutement-là aussi, c'est qu'on a pu mettre en avant des caractères différents. On avait par exemple une jeune fille qui n'était pas forcément très à l'aise, elle était très timide, et on se posait la question, est-ce que le commercial était fait pour elle? Et finalement, c'est celle qui s'est le plus révélée, et en fait, elle nous a dit à la fin, je suis contente parce que je ne pensais pas que j'étais capable. En plus, elle ne venait pas de Grenoble, donc ça avait été une découverte pour elle, donc c'était quelque chose d'encore plus impressionnant pour elle. Mais en fait, elle a adoré l'expérience, et ça lui a permis non seulement d'en apprendre plus sur l'entreprise, ses valeurs, sa culture, mais d'en apprendre plus sur elle-même et de pouvoir mieux appréhender la chose. À l'issue de cette session, on n'a pas non plus testé que ses capacités, que les capacités de négociation et puis aussi oral et inventif. On a testé aussi le côté stratégique. Et en fait, à l'issue de cette session, on leur a demandé de nous faire un récapitulatif
sur le support de leur choix. Donc, on testait aussi leur créativité. Donc, il y en a un, c'est sur ce qu'on voit sur la photo, on ne voit pas très bien, mais il a dessiné en fait une BD pour expliquer comment il s'y était pris, la stratégie qu'il avait mise en place et ce qu'il aurait peut-être changé s'il avait dû refaire l'exercice. Et également, il y en avait une autre qui avait pris son t-shirt, parce qu'on leur avait donné des t-shirts que vous pouvez voir sur la droite. Et en fait, ils avaient dessiné dessus pour expliquer tout le parcours qu'il avait fait. Donc, c'était vraiment quelque chose d'assez riche comme session. C'était tout un moment consacré à l'entreprise. Et tous les étudiants tous les candidats qui étaient venus ont apprécié l'expérience parce qu'ils ont pu en découvrir plus. Ils ont été testés de manière différente et l'entreprise a vraiment pu montrer qui ils étaient et échanger librement avec les candidats. Et en fait, vous avez dû vous en douter avec tout ce que j'ai pu dire au préalable. J'ai laissé glisser quelques mots, mais on pourrait se demander quel est le rapport finalement entre le recrutement gamifié, donc avec l'utilisation de mécaniques de jeu assez simples, et la marque employeur. Eh bien, en fait, c'est tout simple. C'est que les recrutements gamifiés, s'ils sont bien faits et s'ils sont bien traités, vont permettre en fait de faire véhiculer la culture de l'entreprise, ses valeurs, l'état d'esprit et le sens. Pour vous donner un exemple, on avait été contacté pour mettre en place un escape game pour une entreprise. En échangeant avec mon interlocutrice, je lui ai demandé, mais très bien, vous voulez mettre un escape game. C'est vrai que l'escape game, pour ça, c'est un très bon outil qui permet de tester les candidats parce que on peut voir l'écoute, la frustration, la gestion du stress, la gestion du temps, enfin le travail en équipe, la communication. On peut voir tellement de choses dans un escape game. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on a été la première agence qui proposait du recrutement par escape game en France, donc on était très contents de ça. Mais c'est pas parce qu'on était l'une des pionniers à faire ça qu'il fallait absolument le vendre à tout va. Ce qu'on a dit à l'interlocutrice, c'est mais est-ce que vous avez cet état d'esprit fun entre guillemets? Est-ce que vous avez, est-ce que c'est ludique? Est-ce que dans votre culture c'est quelque chose qui peut vous correspondre? Et finalement, en creusant avec elle, on s'est rendu compte que c'était pas le cas, parce que si vous faites un recrutement gamifié, ça peut être une très bonne chose, vous pouvez, mais il faut que ça reste dans votre état d'esprit parce que vous pouvez envoyer un mauvais message à vos candidats, à vos talents potentiels. Ils vont se rendre compte en rentrant dans l'entreprise que ce qui a été vendu, entre guillemets, dans le recrutement, eh bien, ce n'est pas la réalité. Donc, il y a un manque de cohérence, il y a un manque d'équilibre entre les messages externes et les messages internes. Et donc, vos candidats risquent de partir au bout de 6 mois, 1 an, etc. Donc, c'est vraiment très important de réussir à trouver la bonne dose de mécanique de jeu pour pouvoir recruter correctement ces candidats en utilisant, bien sûr, les mécaniques de jeu. Et finalement, tout ça pour vous dire que, voilà, ça, c'est la gamification, c'est ce qu'on utilise au quotidien chez nous à NeoJobs pour mettre un petit peu de fun dans les processus RH de nos clients, et particulièrement pour la partie marque employeur et le recrutement. Pour vous donner quelques exemples, mais il y en a plein d'autres, donc il y a des escape games, on a créé des jeux d'énigmes également, on a pour faire découvrir le métier de consultant en recrutement, en tout cas d'initier les candidats à ce type, enfin les talents à ce type de métier. On avait fait un jeu de rôle qui alliait aussi le job dating. Donc les candidats étaient recruteurs et n'avaient que 5 minutes pour interviewer les recruteurs qui finalement étaient candidats. Donc il y avait inversion des rôles et c'était tout un jeu assez fun là-dessus. On avait aussi fait des quiz et plein d'exemples que je pourrais évoquer ici, mais c'est pas l'objet de ce matin. Mais ce qui est important, c'est vraiment de trouver la bonne dose de gamification en fonction de votre état d'esprit, et on peut aussi utiliser des mécaniques du jeu sans pour autant en faire un jeu en tant que tel.
Pour vous donner un exemple, vous avez notamment PwC qui a lancé il n'y a pas longtemps un jeu qui s'appelle Game Changers, ou McKinsey qui a lancé aussi qui a fait un jeu de sourcing. Et tout ça, ce sont vraiment des jeux parce qu'on a un univers complètement différent et ce n'est pas de la gamification. Donc on peut aller soit mettre quelques petites mécaniques, soit partir complètement dans un effet jeu en tant que tel. Mais encore une fois, tout dépend de ce que vous allez chercher. Voilà. Je ne sais pas si j'ai respecté mon timing, si j'étais trop courte ou pas. Mais en tout cas, c'était les quelques éléments que je souhaitais vous partager aujourd'hui. Et bien sûr, je répondrai à vos questions par la suite quand ce sera le tour des questions-réponses. Voilà. Donc, déjà, ravi d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation et bonjour à tous et à toutes. GoShaba, c'est une solution de recrutement et de mobilité interne qui, effectivement, donc, utilise la gamification et les sciences cognitives. Pour la petite histoire, pourquoi j'ai créé GoShaba? Alors, moi, je suis chercheuse en sciences cognitives, initialement. J'étais prof, notamment à Harvard, et j'ai travaillé sur la prise de décision. Et au sein de la prise de décision, j'ai travaillé aussi sur les biais cognitifs. En parallèle de ça, lorsque j'étais à Harvard, j'ai travaillé pour un cabinet qui fait de la chasse de tête, donc du recrutement, et je me suis rendu compte que le recrutement était fait de manière très subjective et hyper inefficace, justement à cause de ces fameux biais cognitifs. En gros, les gens sont irrationnels et quand on fait du recrutement, on est censé juger de manière objective des candidats. Et ça, personne ne sait le faire. Les êtres humains ne sont pas objectifs. Les êtres humains sont plutôt irrationnels avec des biais. Donc, je me suis dit qu'on pouvait faire mieux dans le recrutement et intégrer justement ces méthodes scientifiques que j'utilisais moi dans ma recherche en sciences cognitives pour rendre le recrutement beaucoup plus juste et beaucoup plus efficace. Donc, pour ça, je me suis associée avec mes deux associés, Jamil et Mine, qui, eux, viennent du monde du jeu vidéo. Donc, on a vraiment combiné la partie scientifique, sciences cognitives, recherche, et la partie jeu vidéo pour créer un outil de recrutement qui rende le recrutement beaucoup plus juste dans le sens où on fait moins d'erreurs de recrutement et où on donne à chacun sa chance, indépendamment de son pédigré, indépendamment de l'école à laquelle on est allé et indépendamment de sa capacité à se vendre. Donc, on fait un outil de recrutement beaucoup plus juste et aussi qui est à l'échelle, c'est-à-dire que vous ayez 10 candidats, 1000 candidats ou 1 million de candidats, GoShaba fonctionne exactement pareil. Voilà, donc on a gagné un certain nombre de prix d'innovation, R&D, etc., des prix très prestigieux qui dénotent en fait de la nouveauté de la techno. Donc, alors, ce qui se passe aujourd'hui quand on recrute quelqu'un, c'est que déjà en France, il y a un CDI sur 2 qui est interrompu en période d'essai. Donc, il y a énormément d'erreurs de recrutement. Et majoritairement, quand il y a une erreur de recrutement, c'est un déficit de soft skills, donc de compétences comportementales. Alors, les soft skills, pourquoi les recruteurs se plantent souvent? C'est parce que c'est hyper complexe à mesurer. Si on se base sur la lecture du CV, sur des questions comportementales ou sur des tests de personnalité, le gros problème qu'on a avec ces 3 outils-là, c'est que c'est déclaratif. C'est-à-dire que c'est le candidat ou la candidate qui va dire de lui-même ou d'elle-même ce qu'il en pense de son propre profil. Donc, on se retrouve à avoir des gens qui peuvent être pas si bons que ça, mais qui sont très sûrs d'eux, qui vont se survendre, et vice-versa. Donc, on a vraiment des gros problèmes de biais cognitifs sur toutes ces mesures qui sont déclaratives. Donc, pour rendre le recrutement plus juste, on a, comme je vous le disais, on a associé science et technologie. Donc, on évalue les soft skills, mais pas que, d'une manière qui est objective et qui est fiable. Et ça nous permet de quantifier de s'assurer que les candidats sont un bon fit pour un poste donné. Alors, je vous montre un exemple de jeu. Là, par exemple, on est sur un jeu qui va mesurer la capacité à passer d'une tâche à l'autre. Donc ça, c'est un jeu qui va évaluer une compétence qui est clé, par exemple, pour tout ce qui est les personnes qui travaillent en restaurant ou qui travaillent en magasin, qui vont devoir changer de tâche très souvent. Donc, le jeu se présente comme ça. On a 4 petits carrés à l'écran. Voilà. Et la tâche, donc dans chacun des carrés va apparaître une combinaison chiffres-lettres.
Et la tâche du joueur, donc du candidat ou de la candidate, c'est de dire si le binôme apparaît en haut, c'est de dire si la lettre est une voyelle ou une consonne. Et si ça apparaît en bas, c'est de dire si le chiffre est pair ou impair. OK, donc vous avez voilà A4, voilà. Donc là, A4, c'est pair, Q3, c'est impair, E9, c'est impair, M7, impair. Et quand c'est en haut, on va dire consonne ou voyelle. OK? Donc ça, c'est pour vous montrer à quoi ressemblent les petits jeux gauche à bas. Et des petits jeux comme ça, on en a une vingtaine. Qui permettent à chaque fois d'évaluer des skills qui sont ultra clés pour le poste en question. Voilà, donc la façon dont on utilise ces tests, c'est donc pour mesurer 3 grosses familles de comportements, d'attitudes, qui vont être à la fois la capacité de percevoir et de faire attention à des choses en particulier, les émotions et les interactions sociales, et les raisonnements et la prise de décision. Donc, pour chacune de ces familles, par exemple, perception et attention, quand on regarde vers la gauche, on va avoir sens du détail, rigueur, concentration. Donc ça, ce sont les traits que les RH veulent mesurer. Et nous, pour chacune de ces traits-là, pour chacun de ces traits-là, on a des jeux qui vont permettre de les mesurer. Alors, pourquoi on utilise le jeu, en fait? Ça a été déjà pas mal dit, donc je n'ai pas besoin forcément de m'attarder là-dessus, mais donc le jeu, c'est un levier d'engagement qui est hyper fort. Le jeu, c'est un langage universel qui a toujours existé, qui permet à la fois de galvaniser les personnes, de les garder engagées, de s'assurer que les personnes travaillent ensemble. Et un point qui est très important pour nous, parce que c'est quelque chose que nos prospects ou nos clients nous posent comme question, c'est est-ce que ça marche pour tout le monde ou est-ce que ça marche que pour les jeunes? Et en fait, le jeu, aujourd'hui, c'est quelque chose de très universel. On sait que plus de la moitié des gens de 50 ans jouent à des jeux vidéo. Okay, donc, plus de la moitié des gens de 50 ans. Donc, on voit que c'est… alors là, on parle de casual gaming, évidemment. On parle de petits jeux comme celui que je vous ai montré, qui sont des jeux à la Candy Crush, quoi. Voilà, donc l'avantage de combiner le jeu avec les sciences cognitives, c'est d'avoir tous les bénéfices du jeu, mais en même temps, et c'est ça qui est très nouveau, des évaluations des traits cognitifs et des soft skills qui sont extrêmement précises. Voilà, c'est ça que gauche à bas apporte, qui aujourd'hui n'était pas présent sur le marché français, et même à l'international, c'est relativement récent. Voilà, donc aujourd'hui, nos clients sont des grandes banques, du retail, McDo, qui est le plus grand recruteur de France. On a Orange, Ville de Paris, Carrefour, etc. Ces clients utilisent les jeux gauche à bas pour du recrutement, pour de la mobilité interne, pour évaluer des compétences ou pour des gradués de programme. Voilà, donc très rapidement, les bénéfices que les clients en retirent, c'est qu'ils font moins d'erreurs de recrutement, ils identifient les meilleurs talents. Ça favorise énormément la diversité. Donc ça, c'est ce que je vous disais, notre mission, notre vision, c'est de rendre le monde du travail plus juste et de permettre à chacun et chacune d'être évalué en fonction de son potentiel, pas en fonction de son pédigré, pas en fonction de l'école dans laquelle on est allé, qui généralement est très reliée au milieu social. On permet évidemment au RH de réaliser des économies substantielles parce qu'il passe beaucoup moins de temps sur des candidatures moins intéressantes. Voilà, on optimise le temps et on a une expérience candidate qui est fluide et engageante. Donc là, on permet de travailler la marque employeur tout en proposant un outil précis. Voilà, merci beaucoup. Merci et je serai ravie de répondre aux questions tout à l'heure. Merci beaucoup Camille pour cette prise de parole du coup qui vient clôturer cette vision de la gamification du recrutement au sein d'un univers startup. Du coup, moi, je laisse la main sans plus attendre à Sophie Degas pour nous parler de l'expérience Brainstorm au sein du groupe L'Oréal. Hello à tous. Sophie, la scène est à toi. Je te laisse prendre le contrôle si tu veux. Et oui, on t'entend très bien. Voilà, donc normalement j'ai pris le contrôle, j'adore cette expression. Hello à tous, en tout cas je suis très très impressionnée, fière aussi d'être là parmi vous. Je vais vous parler d'une initiative qui s'appelle Brainstorm chez L'Oréal. C'est évidemment ça ne fonctionne pas. Je vais passer au slide d'après et bon, je ne sais pas qui est passé. Donc, ça s'appelle Brainstorm. Et vous allez le voir, en fait, Brainstorm, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps.
J'arrive pas à passer au slide d'après. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le fait pour moi ou Je peux le faire, Sophie. Est-ce que peut-être vous pouvez essayer de redemander le contrôle de nouveau? Je vais arrêter le contrôle et le redemander. Ok. Ça devrait fonctionner. Il y a un bandeau, bref. Donc, en tout cas, c'est un jeu qui a commencé en 92. C'est vraiment un concours qui est. L'objectif, c'était d'être très mondial. Et au tout départ, on était sur des problématiques beaucoup plus marketing. Depuis, ça s'est étendu à l'ensemble des compétences et des formations, donc essentiellement aux ingénieurs aussi. Et entre 92 et maintenant, encore une fois, j'arrive pas à passer à celle d'après. Voilà, aujourd'hui, en tout cas l'année dernière, là l'édition est en cours donc j'ai pas les chiffres, mais l'année dernière, on avait 65 pays, presque 50 000 participants et 80 heures de e-learning pour chaque participant. Donc quand on parle des All Majors, ça va évidemment du marketing qui était historiquement le cœur de cible de Brainstorm, mais aujourd'hui on a des financiers, des ingénieurs, des psychologues, on a vraiment toutes les spécialités et c'est ce qui fait la richesse du jeu, c'est-à-dire qu'on va vraiment pousser la complémentarité dans les équipes. Alors là, il va falloir lancer le film et je ne sais pas, c'est un film qui va vous raconter rapidement. Ça ne fonctionne pas. Ce qui est Brainstorm. Est-ce que vous avez le son que je n'ai pas? Non, on n'a pas de Non, son. on n'a pas de son de notre Eh bien, côté. c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que je vais commenter. Je chante beaucoup moins bien que je parle, donc je vais plutôt commenter. Mais de toute façon, les images parlent d'elles-mêmes. Aujourd'hui, c'est tout un process, Brainstorm, qui va commencer dans la constitution des équipes et la soumission de projets. Et puis, la sélection au fur et à mesure, d'abord dans les pays, avec chaque finaliste. Donc, d'abord, on est une équipe de 3. Ce qu'on essaie de pousser, justement, c'est la complémentarité de ces équipes-là. Et ensuite, ça va être, voilà, pitcher le projet pour constituer le projet, avoir plusieurs aspects et passer en finale du pays et ensuite en finale internationale. Et donc, l'année dernière, c'était l'équipe suisse qui a gagné. Avec évidemment, quand on est gagnant, ce projet-là, ça veut dire qu'il a vraiment du potentiel et qu'on veut le pousser. Cette année, alors c'est vraiment une mise en abîme de la gamification puisque c'est un jeu qui propose de pousser, de réinventer l'expérience consommateur autour de l'acte d'achat de la beauté par le jeu. Donc cette année, c'était parfait pour notre événement aujourd'hui. Justement, autour de ça, on avait trois sujets. L'ambition, je vous l'ai dit, c'était passer d'une cible qui était historiquement très marketing à une cible qui est globale. Et du coup, on va avoir des sous-projets. D'un côté, réinventer des produits et des services. Là, on sent bien la fibre marketing. Mais derrière, la fibre financière, inventer les nouveaux business models qui vont pouvoir servir ce sujet-là et des nouvelles expériences. Et c'est vrai que comme en termes de mobilité, on était passé de la voiture à des heures de mobilité, comme les moteurs d'avion, on est passé du moteur qu'on vend à des heures de vol. Ben là, on sent qu'on est vraiment dans cette tendance-là. Et comme on choisit une partie, comme on choisit son monde, les candidats, en tout cas les concurrents, vont pouvoir choisir leur sujet, leur monde. Qu'est-ce que ça apporte en tout cas côté candidat? C'est qu'on a des cas qui sont très concrets, en tout cas ils l'amènent, avec beaucoup de retours de la part de jurés, de coachs, puisque on n'est pas parti dans toute l'aventure, mais c'est un accompagnement dans leur projet. Dans cet accompagnement-là, on fait appel aussi à une entreprise extérieure qui nous aide dans aller chercher les meilleures méthodes. Évidemment, l'art du pitch, toutes ces méthodes, le design thinking, tout ce qui sert aujourd'hui à construire ces nouvelles expériences. Et puis au-delà du jeu en lui-même, il y a derrière tout l'aspect team et tout l'aspect équipe, réseau et interaction avec le monde l'oréalien, avec des coachs. Les coachs qui les accompagnent sont évidemment des gens de L'Oréal, c'est des professionnels de la supply, du marketing, du retail.
Et ça permet ces échanges constants, du concret, du challenge. Et puis, quand on participe à Brainstorm, en tout cas, nous, c'est quelque chose qui est une vraie expérience transformante. De l'autre côté, pour nous, évidemment, on a un enjeu d'EVP très, très fort. On va avoir une capacité à aller chercher des gens qu'on n'aurait peut-être pas vus dans un CV. Tout à l'heure, c'était ce que Camille relevait. On a des biais, et là, ils sont ils sont mis à l'épreuve, mais en tout cas, ils peuvent exprimer pleinement leur potentiel d'une équipe à l'autre. Et c'est vrai que, à titre personnel, on a fait un coaching la semaine dernière où j'ai rencontré des gens absolument formidables. Et l'écart entre un CV avec ma lecture, avec mes biais, et puis les gens que j'ai rencontrés, m'a sérieusement remis en question justement mes biais. Voilà. Derrière, on a des candidats super motivés parce que Brainstorm, évidemment, ça ne se fait pas sur un coin de table, il faut être hyper investi. Et nous, ça nous permet d'aller trouver ces candidats-là. Et derrière aussi, on a un autre effet, c'est le double effet T-School Brainstorm, c'est que les sujets qui sont relevés sont des sujets super intéressants, qui ont beaucoup de potentiel, qui nous apportent une nouvelle manière de voir. C'est un peu l'effet hackathon, mais en mode Brainstorm. Voilà, rejoignez-nous. La finale, c'est bientôt. On va avoir les demi-finales, les matchs de poule, si on peut dire, le 7 avril prochain. En juin, ce sera la grande finale internationale et on a hâte d'avoir les gagnants. Merci à vous. Merci beaucoup, Sophie. Très, très enrichissant, je pense. Pour tout le monde, on aura quelques questions par la suite. Je laisse la place, du coup, sans plus attendre Merci pour cette avant-dernière intervention du coup, et je laisse la place du coup sans plus attendre à Lorraine Houtin qui va nous apporter sa vision des choses avec une certaine prise de hauteur sur ce sujet. Merci, et bonjour à tous. Moi, je suis plutôt là aujourd'hui pour vous parler des bonnes pratiques quand on utilise de la gamification dans les process de recrutement. Pour me présenter rapidement, j'ai cofondé Adoc, un cabinet de R&D dans lequel on fait du conseil et de l'accompagnement à la création d'assessments, tout de contenu pédagogique ou d'un tas d'autres choses qui se basent sur des méthodes ou des connaissances scientifiques. Et donc Adoc Lab, c'est une jeune entreprise universitaire et moi, je suis chercheuse associée à l'Université de Nanterre en psycho. Pour commencer, j'ai envie de vous dire que moi, j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde ou presque s'accorde sur le fait que la gamification, c'est quelque chose qui est relativement pertinent dans les process RH en général. Je crois même que la question le jeu, c'est pour les enfants, etc., c'est un faux débat. Mais pour autant, dans le recrutement, c'est un peu différent parce que, comme on sait, quand on recrute, on a un impact important sur la vie des gens. Et de ce fait-là, on va avoir tendance à chercher à gagner en fiabilité dans notre recrutement, à être plus précautionneux, et ça, c'est une très bonne chose. Et du coup, on va utiliser différentes méthodes d'évaluation, donc par exemple des méthodes qui sont gamifiées. Vous le disiez tout à l'heure, il y en a plein sur le marché et c'est quelque chose qui est très positif. On reviendra sur les avantages tout à l'heure. Mais du coup, moi, ma question, ma raison d'être ici aussi, c'est de dire comment est-ce qu'on choisit de gamifier ou pas un process, comment est-ce qu'on s'y prend, est-ce que du coup on peut créer soi-même son outil, sa méthode en partant de rien comme ça, sur la base par exemple de son intuition. Est-ce que, par exemple, on peut créer un outil d'évaluation de l'esprit critique qu'on va utiliser à grande échelle pour sélectionner des candidats? Je vais paraître un peu froide et définitive, peut-être en disant ça, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Mais pour moi, la réponse est évidemment non. Parce qu'il y a tout un process en fait à respecter pour créer un outil d'évaluation qui pour le coup va avoir un impact à la fois sur la vie des gens et sur la vie de l'entreprise en fonction de qui on va ou pas recruter. En fait, l'idée, c'est que si on part uniquement de son intuition, évidemment, on risque de se tromper. Comme on l'a dit tout à l'heure, parce que nous-mêmes, on a tout un tas de biais, tout un tas de représentations de la façon dont les choses se font et en fait, qui ne correspondent pas toujours forcément au réel ou en tout cas pas forcément aux besoins qu'on a dans le recrutement. Je vais vous donner un exemple. Récemment, on m'a demandé d'expertiser un process de recrutement dans lequel il y avait un peu un jeu et donc des exercices auxquels on pouvait gagner ou échouer, grosso modo. Et quand on échouait et qu'on recommençait, qu'on retentait plus de 3 fois, alors on était considéré comme persévérant. Et il se trouve que la persévérance, c'était un peu le critère numéro 1 de la boîte pour ce poste-là. Et en fait, du coup, tous les gens qui n'avaient pas échoué,
ils avaient un score nul, un score de 0. Parce que du coup, ils n'avaient pas eu l'occasion de montrer qu'ils étaient persévérants. Et donc, c'était des gens qui étaient restés sur le carreau parce que c'était le critère de recrutement numéro 1. Alors qu'en fait, si ça se trouve, ils étaient tout à fait persévérants. Comme ça peut vous paraître être un cas un peu extrême, mais en fait, ça met en évidence l'importance d'utiliser un process qui se base sur de la R&D pour développer un outil d'évaluation, que ce soit un outil gamifié ou pas d'ailleurs, mais encore plus quand c'est un outil gamifié parce qu'on vient ajouter plein de petites variables qui peuvent du coup ajouter des biais. Donc bref, l'idée pour créer un process qui soit un peu fiable, c'est d'essayer d'abord d'aller chercher et de se baser sur ce qui existe déjà. Sur le marché, mais aussi et surtout pour moi, ce qui existe dans la littérature scientifique et du coup qui a pu être validé. L'idée, c'est qu'on est sûr, si on prend la même direction qu'un truc qui fonctionne, qu'on va probablement avoir un truc qui sera pas loin de ce qu'on veut. Et ensuite, donc une fois qu'on aura conçu le jeu sur cette base, on peut tester sur un échantillon, sur un groupe de personnes, en essayant de faire en sorte qu'ils soient un peu représentatifs, etc. Et puis, on va récolter tout un tas de données. Et ces données, on va les confronter à des stats, majoritairement à des tests qu'on appelle psychométriques, qui permettent de valider, par exemple, que le test mesure bien ce qu'il est censé mesurer, ou qu'on différencie bien les gens entre eux, c'est-à-dire que tout le monde n'obtient pas les mêmes scores, ce genre de trucs. Et puis ensuite, sur la base des résultats qu'on va obtenir, on va ajuster notre méthode d'évaluation, qu'elle soit gamifiée ou pas, parce que c'est quand même très rare que du premier coup, on parvienne à avoir une méthode d'évaluation qui soit nickel. En tout cas, moi, ça m'est jamais arrivé. Et puis, finalement, on va recommencer jusqu'à ce qu'on obtienne un outil satisfaisant du point de vue de nos attentes. En général, c'est quand on se rend compte que tout ce process est nécessaire et très coûteux en temps et en argent, etc., qu'on va choisir plutôt de créer un assessment un peu dégradé, fait maison, etc. Mais alors, pourquoi est-ce que, selon moi, ça vaut le coup d'investir du temps et de l'énergie pour recourir à des professionnels qui savent accompagner ou bien qui savent fournir des solutions qui soient gamifiées pour fiabiliser au maximum son process, en fait, d'abord, évidemment, parce que, on l'a dit tout à l'heure, le jeu, ça augmente l'engagement des candidats, et on le sait, l'engagement, ça a un impact positif sur l'expérience candidat, etc., mais pas uniquement. D'un point de vue réduction des biais, comme ça a déjà été évoqué pas mal de fois aujourd'hui, notamment par Camille, à condition que les mécaniques de jeu soient bien conçues, c'est-à-dire qu'on aille au-delà du simple questionnaire illustré, qui par ailleurs a plein d'autres avantages, le jeu limite l'impact de ce qu'on appelle la clairvoyance des candidats, c'est-à-dire leur capacité à percevoir les bonnes réponses, ce qui est attendu, et à choisir cette réponse ou bien à se comporter de la façon qui est attendue. Par contre, il ne faut pas non plus tomber, selon moi, dans la croyance naïve, selon laquelle, grâce à un processus gamifié et grâce à un jeu, peu importe, on va parvenir à lire dans le candidat, à découvrir tout ce qui nous cache, etc. Les candidats ne sont pas naïfs, ils savent pourquoi ils sont là, ils savent qu'ils sont évalués, et du coup, en général, ils savent pas trop mal contrôler leur comportement pour répondre à un minimum à ce qui est attendu dans le contexte. Bref, on revient sur les avantages du jeu en recrutement. Le jeu, ça limite ce qu'on appelle l'effet d'apprentissage. L'effet d'apprentissage, c'est je connais, j'ai déjà fait un truc qui ressemble, quelque chose du même style, donc j'ai pas peur et donc je sais ce qui est attendu et je vais obtenir de meilleurs scores que quelqu'un qui ne l'a jamais fait. Et puis également, ça limite ce qu'on appelle la réponse automatique, qui est cette espèce de tendance qu'on a tous à cocher les cases assez rapidement quand on répond à des questionnaires un peu rébarbatifs et à choisir un peu toujours la même réponse. Donc, en gros, ce que je veux dire, c'est que même si c'est plus coûteux, la gamification d'une partie du processus de recrutement, ça peut contribuer à un process qui soit moins biaisé. Et ça, c'est une très bonne chose. Mais au-delà de ça, il y a un point auquel je pense qu'il faut vraiment être vigilant, c'est l'aspect éthique. Bien souvent, les outils d'évaluation, ils sont faits pour être passés par des psychologues ou bien par des professionnels qui maîtrisent le contenu et qui maîtrisent la façon de restituer, etc. Et donc, il faut bien s'assurer que les personnes qui utilisent ces outils, elles aient toutes ces petites clés, premièrement. Ensuite, il est important pour moi d'être précautionneux dans l'interprétation des résultats qu'on va faire à un test et qui plus est lorsqu'il s'agit d'un jeu. Parce qu'il faut être conscient des biais que ça implique, de toutes les petites erreurs, tous les petits bruits qui peuvent s'être glissés dans les résultats, aussi des cas particuliers.
par exemple, il y a certaines variables personnologiques qui peuvent influencer les résultats, etc. Et surtout, l'idée, c'est de ne pas extrapoler les résultats d'un test. Il faut toujours conserver une certaine distance par rapport à ces résultats-là pour se demander quelle est vraiment la portée des résultats que j'obtiens. Est-ce qu'ils sont aussi prédictifs que ce que je pense? Est-ce qu'ils sont prédictifs de vraiment ce que j'attends? Ou est-ce que ça me donne une autre information? Est-ce que cette information, elle est pertinente ou pas au regard du poste de la personne, etc., etc. Et puis évidemment, toujours discuter donc en entretien, évidemment, en face à face ou en présentiel, peu importe, mais avec la personne qu'on a évaluée pour qu'elle puisse revenir sur ses résultats et les expliquer. Parce que parfois, on obtient un mauvais score à un truc et ça s'explique par tout à fait autre chose. Et donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui, d'un point de vue éthique, est vraiment nécessaire. Évidemment, je sais bien que tout ne peut pas être parfaitement contrôlé et que ce process-là, il ne peut pas toujours être complètement respecté. Mais étant donné que le jeu, c'est quelque chose qui est relativement contrôlable, et du coup, je pense que c'est un point sur lequel il est vraiment important d'essayer d'être vigilant et que c'est quelque chose qui est plus contrôlable pour la majorité des process gamifiés que pour certains autres process. D'ailleurs, c'est une des thématiques qu'on va aborder dans le livre qui va sortir dans quelques semaines, mois, aux éditions La BRH d'Uno et que j'ai coécrit et qui est préfacé par Michel Baradel sur les nouvelles méthodes de recrutement et comment est-ce qu'on peut se les approprier, à quoi est-ce qu'il faut faire attention, etc. Et puis, si je peux me permettre un mot de la fin, si l'objectif qu'on entretient, c'est pas vraiment un objectif d'évaluation des compétences ou d'un autre construit, peu importe, ça peut être la personnalité ou n'importe quoi. Si notre objectif, c'est pas d'évaluer quelque chose chez le candidat pour le sélectionner, et si c'est pas uniquement ça, surtout, du coup, la question de la fiabilité, elle est moins présente. Par contre, la question de l'éthique, elle demeure, et je pense que quand on parle processus de gamification, c'est important de toujours conserver en tête cet aspect éthique, cet aspect bienveillance et déontologie vis-à-vis des personnes, des candidats qu'on accompagne. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Lorraine. Ce que je vous propose maintenant pour réagir à ces interventions, donc merci à toutes les quatre. Vous pouvez, du coup, par le biais du chat, je vois qu'il y a également beaucoup de questions qui sont posées depuis le début. Donc, n'hésitez pas à poser, du coup, toutes les questions qui peuvent vous venir à l'esprit. Comme on dit, il n'y a pas de questions bêtes, donc vraiment, n'hésitez pas. Alors, on a vu que Margot également avait déjà commencé à répondre à quelques questions dans le chat. Donc, je vois une question de Xavier tout à l'heure qui nous demandait ne pensez-vous pas que si la gamification s'intensifie, nous pourrons nous retrouver avec des candidats rompus au test, comme pour les tests de personnalité, que nous pouvons détourner comme bon nous semble pour être le bon team player ou le bon leader? Moi, je veux bien répondre. Dans ma présentation, je vous parlais rapidement d'un effet qui fait que plus on connaît, plus on sait ce qui est attendu, etc. Probablement que oui, si on fait tous passer les mêmes tests, si tout le monde se base par exemple sur le Big Five pour la personnalité, on risque de toujours faire la même chose et donc de favoriser la familiarité et donc les réponses conformes. C'est Lorraine qui répond, Lorraine Houtin. Mais après, l'idée, c'est que la gamification, ça offre quand même beaucoup de possibilités en termes de mode de jeu, de mode d'interaction, etc. Et donc, j'imagine que si on varie la façon dont on mesure les choses, la gamification, ça peut plutôt être un atout. Et pour compléter... aussi... Pardon. Vas-y, Camille. Okay. C'est Camille Morvan de Gauchaba là qui parle, parce que c'est un sujet sur lequel nous on travaille énormément parce que ça fait 4 ans que la techno existe et du coup forcément nos clients, par exemple Accenture avec lequel on travaille depuis 4 ans, c'est une question hyper importante pour eux, entre autres. Nous, alors c'est pas tant la question en fait, elle porte pas tant sur les jeux eux-mêmes que sur, et là je rejoins un peu ce que disait Lorraine tout à l'heure, sur quel type de test on fait. Donc, nous, le parti pris qu'on a fait chez Gauchaba, c'est que nos tests ne sont pas des tests psychologiques, c'est pas des tests de personnalité, c'est vraiment des tests cognitifs qui vont aller mesurer les traits cognitifs des personnes, c'est-à-dire des éléments un peu codés dans le dur, pour le dire vite. C'est des éléments qui changent pas trop, en fait, ça peut changer au cours d'une vie. Par exemple, on peut avoir une bonne mémoire à 20 ans et moins bonne à 70.
mais on va aller mesurer des traits qui sont stables, qui sont relativement fixes, et donc sur lesquels il y a très peu d'effets d'apprentissage, et sur lesquels les candidats ne peuvent pas tricher. C'est pour ça que nous, on passe par du cognitif et pas par du déclaratif psychologique. Donc, c'est une vraie différence entre les tests déclaratifs où on va me demander ce que j'aime dans la vie et qui je suis, où là, je peux, tricher et me tromper. Avec Goshaba, quand on vous demande est-ce que vous avez déjà vu ce poisson ou est-ce que cette lettre, c'est une consonne ou une voyelle, vous n'avez pas de raison, vous n'avez pas de façon de savoir comment tricher. Ce sont des traits sur lesquels il y a très peu d'effets d'apprentissage. Et pour compléter, nous, on l'a vu, on le voit aussi quand on met en place des recrutements gamifiés chez nos clients. En fait, le naturel revient très vite au galop. Donc, oui, effectivement, ce qu'on peut constater, c'est que dans les 5-10 premières minutes, les candidats vont tenter de bien se présenter, de se mettre sous leur meilleur jour. C'est normal, ils sont un peu dans un état d'esprit. J'essaye de plaire aussi pour obtenir le poste. Mais finalement, au bout d'un moment, le naturel revient très, très, très rapidement au galop. Et finalement, ça, vous pouvez pas le contrôler. Et c'est ça qui est génial aussi. C'est que non seulement on a la personnalité qui ressort, mais en plus, on offre aux candidats une expérience qui est autre que anxiogène, ce que peut être malheureusement un entretien classique en règle générale. Merci beaucoup Margot. Moi j'avais une petite question aussi que j'ai pu voir dans le chat, il me semble. C'est aujourd'hui on entendait parler justement des joueurs et que tout le monde est joueur, peu importe l'âge. Est-ce que du coup cette gamification du recrutement, elle peut être transposée à tout type de personnes, à tout type de métier également? Est-ce que je voyais l'exemple par exemple des profils ouvriers qui sont des recrutements moins coûteux? Est-ce que ça risque pas de représenter du coup un surcoût d'entraîner une gamification pour ce type de recrutement? Non, parce que ça dépend. Pardon, Margot Rav, du coup, de NeoJobs. En fait, ça dépend. Donc déjà, en point de vue coût, ça dépend beaucoup de ce que vous prenez comme type de gamification et à quel point vous gamifiez votre processus. Effectivement, si on part sur des processus digitaux sur mesure, on peut partir sur ou même physiques, on peut partir sur des coûts assez mirobolants. Mais pour vous donner un exemple, nous, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on utilise des petits dés qui s'appellent les Story Cubes. J'en ai parlé dans le chat. Ce sont des dés avec des icônes. Et en fait, on fait lancer les dés à nos candidats pour qu'ils puissent se présenter autrement et avec ces dés-là. Et bien sûr, pour leur montrer l'exemple, nous-mêmes, on le fait pour éviter pour qu'ils soient moins stressés. Ça, c'est une première chose. Et après, la gamification, elle peut se faire. Il y a par exemple Franprix, il y a quelque temps, qui a mis ça en place avec Cubix, qui, dans l'objectif de trier les candidatures, ils ont mis en place un processus qui est ouvert à tous. C'est des images qui doivent être évaluées et derrière chaque image, en fait, se cache une des valeurs de l'entreprise. Donc, il existe plein de petits moyens, il suffit juste de savoir qu'est-ce qu'on veut mettre derrière. Et parfois, nous, on s'est rendu compte en faisant le calcul coût-bénéfice pour nos clients que finalement, la gamification ne coûtait pas plus cher que ça. Donc, c'est juste une question de bien cadrer son projet et savoir qui on veut aller interviewer derrière. Et pardon, je peux rajouter aussi, donc Camille Morvan, Goshaba, nous, clairement, l'outil, comme il est scalable et que les entreprises payent en fait une licence d'accès à un ensemble de jeux, ce que ça leur permet de faire, en fait, que ce soit pour des postes qualifiés ou des postes faiblement qualifiés, c'est que ça leur permet de traiter en volume beaucoup de candidatures. Donc voilà, donc là où il y a une énorme économie, c'est sur le fait qu'ils achètent une licence. Donc, contrairement à un cas où ils vont devoir passer par des agences d'intérim ou par un screening CV ou par des choses comme ça qui sont extrêmement onéreuses. Et pour revenir à ce que vous disiez sur est-ce que ça marche pour tout type de poste et pour tout type de personnes, c'est pour ça que je parle de cette statistique de plus de la moitié des gens de 50 ans jouent à des jeux vidéo. Donc, a priori, en termes d'âge, oui, ça fonctionne pour tout le monde. En termes de genre, c'est pareil, le jeu, on a 70% des joueurs qui sont des joueuses de casual gaming aujourd'hui. Et en termes de milieu social et d'origine sociale, on sait qu'aujourd'hui, la plupart des gens ont accès à un smartphone.
nous, ça nous arrive de bosser avec des clients qui nous disent, nous, on est sur une population vraiment particulière qui n'a pas les moyens d'avoir un smartphone. Dans ce cas-là, ils installent des iPads ou des choses comme ça. Mais en tout cas, l'avantage d'utiliser de la gamification et des outils digitaux, en tout cas comme celui qu'on fait chez Gochaba, c'est de proposer un recrutement de qualité, mais à l'échelle. Donc, pour un coût beaucoup moindre. Merci beaucoup Camille. Margot, on se laisse peut-être le temps pour une dernière petite question, puisque malheureusement le temps est compté et qu'une autre table ronde se dessine. Je vois une question de Marie-Pierre et Elodie dans le chat qui peuvent être complémentaires, dans le sens où quand la problématique numéro 1 est la rareté d'un profil, comment est-ce qu'on peut tirer du coup profit de cette gamification pour attirer, et est-ce qu'on ne va pas du coup générer un stress supplémentaire et qu'il soit un investissement plus exigeant pour le candidat? Ouais, du coup, je prends la parole, Camille Morvan de Gochaba. Par rapport au stress supplémentaire, c'est une question intéressante. Il faut se rappeler que, évidemment, le cadre du recrutement, c'est un contexte qui est stressant de toute façon, parce qu'on est sur un cas où on va devoir choisir. Donc, il y en a qui vont passer, d'autres pas. Donc, je pense que la comparaison qu'il faut faire, c'est dire, donc en tant que recruteuse, quel est mon processus de recrutement actuel? Est-ce que je passe par des CV, par des lettres de motivation, par des candidats qui vont remplir les champs de mon ATS? Est-ce que je fais des screenings téléphoniques? C'est quoi mon processus actuel? Dans ce processus actuel, il y a des choses que je fais qui sont fatigantes pour moi et mon équipe et qui peuvent être hyper stressantes pour les candidats et les candidates. Refaire un CV, honnêtement, c'est hyper relou. Écrire une lettre de motivation, pareil. Et puis, c'est des choses que les gens ont plus envie de faire. Répondre à une annonce sur un logiciel ATS qui n'est pas responsive et où, quand je rentre un champ, ça marche pas, etc., ça peut être hyper stressant aussi. Donc, je dis pas que, effectivement, je suis d'accord avec le commentaire, c'est pas que en mettant du jeu, miraculeusement, le recrutement n'est plus stressant, mais c'est peut-être d'essayer de contenir le stress à des étapes qui sont vraiment importantes et du coup de rendre l'expérience plus sympa de recrutement parce qu'elle est plus courte, parce qu'elle est plus fun, etc. Après, c'est pas un recrutement reste un recrutement, hein. Donc c'est toujours un peu stressant. C'est vrai, merci beaucoup Camille. Il nous reste 2 minutes et je viens de voir une question de Marine. Il me semble qu'une partie des échecs en recrutement est également liée à une déception des salariés entre l'attendu et la réalité du job. Est-ce que du coup la gamification, elle risque pas d'élargir ce risque en montrant un recrutement du coup plus fun dans le jeu, plutôt qu'un case plutôt classique qui représente plus le vrai travail sur quoi sera amené à travailler le collaborateur? Alors, du coup, je me permets de prendre la parole, donc Margot de NeoJobs. C'est ce que j'expliquais dans ma présentation. Il est vraiment important de considérer, de bien comprendre et de bien cerner sa marque employeur pour effectivement garder cet équilibre entre l'externe et l'interne et pour diffuser les bons messages, pour justement éviter de décevoir et de tromper le candidat lorsqu'il va intégrer l'entreprise. Donc, c'est toujours une question de dose. Vous pouvez avoir une version très simple, parfois la mécanique de jeu la plus utilisée et qui reste la plus simple à mettre en place et la moins déceptive, on va dire, c'est l'utilisation du quiz. Donc ça, typiquement, c'est quelque chose qui va pas vous tromper, entre guillemets. Donc ça, c'est pour la partie sourcing, bien sûr. Mais après, il suffit juste de savoir à quel moment on instille cette gamification pour que l'expérience candidat reflète bien votre marque employeur, diffuse bien vos messages clés et permette justement d'éviter qu'un candidat se trompe soit trompé dans les messages et dans l'expérience qu'il vit plus tard dans l'entreprise. Merci beaucoup Margot pour cette réponse. Il est 10h10. Déjà, moi, je tenais à vous remercier, vous quatre, pour cette prise de parole. Il y a un grand nombre de questions dans le chat. Du coup, si vous avez quelques minutes devant vous pour pouvoir y répondre, en tout cas, on continuera à répondre de manière écrite simplement dans le chat. Ce que je propose du coup au reste de nos participants, c'est de faire une petite pause de 3 minutes, histoire de prendre un petit café, de se reposer avant d'enchaîner du coup sur la deuxième étape et notre deuxième niveau du coup autour de la gamification de la formation. Merci beaucoup.